langage des plantes. Une émission captivante qui vous invite à explorer les limites de la connaissance et de l'existence des plantes. Tous les mardis à 18h, partez à la découverte des secrets et vertus des plantes, de la botanique et découvrez les incroyables capacités de la communication des plantes. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire avec la verdure. Branchez-vous sur le langage des plantes chaque mardi à 18h. À 18h. À 18h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Le langage des plantes, votre rendez-vous consacré à la découverte du monde végétal, de ses mystères, de ses secrets. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un univers invisible à l'œil nu, mais dont l'influence sur la vie des plantes est immense, celui des micro-organismes, bactéries, champignons, virus, etc. Ces organismes microscopiques entretiennent avec les plantes des relations complexes, tantôt bénéfiques, tantôt destructrices, façonnant leur croissance, leur résistance et parfois leur déclin. Pour explorer ce thème passionnant, pathologie et vie des micro-organismes des plantes, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Martine Zandianakou-Tachin. Elle est universitaire et experte béninoise en phytopathologie et biologie moléculaire. Bonsoir professeur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci. Vous n'êtes pas seul dans nos murs, vous êtes à vos côtés. Il y a également Aodé Komlan Justin et Aboudou Anzim, tous deux doctorants à l'Université nationale d'agriculture sous la direction bien sûr du professeur Tachin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous aurons le temps de les découvrir plus amplement. Au micro, je suis Ginette Fleur-Adondé derrière la baie vitrée pour conduire cette émission pendant 55 minutes. Ilanon Mourius Awigbe, bienvenue à tous. Le thème qui nous réunit donc, c'est pathologie et vie des micro-organismes des plantes. Mes invités nous éclaireront sur le rôle de ces organismes dans la santé des plantes, sur les mécanismes des maladies qu'ils peuvent provoquer, mais aussi sur les interactions parfois insoupçonnées qui contribuent à l'équilibre des écosystèmes végétaux. Je vais d'abord m'adresser au professeur Martine Zandianakou-Tachin. Elle va d'abord se présenter plus amplement à nos auditeurs. Bonsoir à nouveau, professeur. Bonsoir, journaliste. Merci de vous présenter amplement aux auditeurs de Radio Afrique Santé. Merci. Je m'appelle Martine Zandianakou-Tachin. Je suis professeur titulaire, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture, spécialement à l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Et bon, je travaille avec les micro-organismes et leurs relations avec les plantes. Merci beaucoup, professeur. Nous allons nous retourner vers Aodé Komlan Justin. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement à nos auditeurs? Bien sûr, madame. Et moi, je réponds au nom de Aodé Komlan Justin. Et je travaille avec le professeur Martine Zandianakou-Tachin. Et je suis spécifiquement à l'école doctorat des sciences agronomiques et l'eau de l'Université nationale d'agriculture. Et je suis spécialisé dans environnement, développement, et je travaille sur la gestion des fusarioses à base de compost pour améliorer la productivité des bananes. Merci beaucoup. Merci. Et vous, monsieur Aboudou Anzim? Merci madame. Moi je suis Aboudou Anzim Balade. Je suis aussi doctorant à l'Université nationale d'agriculture à l'école doctorat des sciences agronomiques et de l'eau. Je travaille sur les pesticides et les résidus de contamination à la aflatoxine dans le maïs, l'arachide et d'autres cultures. Merci beaucoup. Vous convenez avec moi, chers auditeurs, que cette émission sera très intéressante avec le profil des invités du jour. Alors, je vais me retourner vers professeur Tachin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement en des thèmes faciles ce que c'est qu'un micro-organisme? Un micro-organisme, c'est juste des
individus qu'on appelle aussi microbes, mais pas seulement microbes, parce qu'ils jouent parfois des rôles positifs et parfois des rôles négatifs. Donc les micro-organismes, ce sont des êtres vivants, comme vous le dites, vous l'aviez déjà énoncé, qui sont invisibles à l'œil nu et on a besoin d'un microscope pour les voir, mais qui sont dans le système, ils sont avec nous. Vous êtes sur votre tête, il y a des micro-organismes, sur votre bouche, dans votre salive, il y a des micro-organismes. Si vous voulez, on va tester tout à l'heure. Vous avez des micro-organismes dans votre corps en entier, autour de vous, sur la table, sur les écouteurs que nous avons. Donc, ils sont partout et ils font partie intégrante du système dans lequel nous sommes, dans l'écosystème, comme vous l'avez bien dit. Alors, pourquoi les plantes y sont-elles exposées? Les plantes sont exposées autant que les hommes. Quand nous parlons de la pathologie, la phytopathologie, vous devez faire le parallèle avec ce qui se passe avec les hommes. Vous et moi, nous tombons malades. Parfois, on parle d'infection. C'est un microbe qui a causé cette infection. C'est un micro-organisme qui a sûrement causé cette infection. Les plantes sont dans l'environnement, dans l'écosystème, exposées au vent, à tout ce que vous savez, la pluie, les hommes. Donc, ils sont aussi exposés aux micro-organismes. Maintenant, il peut y avoir des micro-organismes qui affectionnent telle plante au détriment de l'autre, ou toutes les plantes, ça dépend du micro-organisme en question. Donc, la plante est debout, elle ne parle pas bien sûr, mais elle parle. Donc, c'est facile pour les micro-organismes d'être en contact avec ces plantes. Et on a plusieurs gammes de micro-organismes. Pour ces gammes-là, je vais me tourner vers M. Aoudé Komlan-Justin. Et quels sont les principaux types de micro-organismes qui interagissent avec les plantes? Merci beaucoup, madame, pour la question. Et pour répondre à ces questions, je peux dire que les principaux types de micro-organismes, nous avons les bactéries, et nous avons les champignons, et nous avons aussi les virus et les protozoaires. Alors, Monsieur Aboudou, quels sont parmi ces principaux types de micro-organismes que Monsieur Aoudé Justin vient de citer, quels sont selon vous les plus redoutables? Merci madame. Par rapport à cette question de savoir les micro-organismes qui sont les plus redoutables, nous pouvons dire que tous ces micro-organismes sont redoutables. Mais ça dépend de leurs conditions de vie dans lesquelles ils se présentent pour pouvoir se manifester. On ne peut pas dire qu'il y a des micro-organismes qui sont encore plus redoutables que d'autres, mais c'est l'environnement qui détermine et selon aussi le type de plant qui veut l'affecter. Madame Tachin, c'est vrai, quand il s'agit d'un homme, on peut savoir, quand on chope, comme on le dit, une infection, on peut arriver à savoir comment c'est arrivé. Alors, parlons des plantes là. Comment ces micro-organismes arrivent à aller sur ces plantes-là? Comme je disais, dans l'environnement est favorable. Il y en a des milliers de micro-organismes, que ce soit les bactéries dont ils ont parlé ou les virus, comme vous le savez. Ils trouvent la plante haute et se trouvent dans des conditions environnementales favorables, la température, l'humidité qu'il faut. Ils restent là sur la plante et la plante souffre parfois ou joue un rôle bénéfique selon le cas. Donc, arriver le contact est facile, soit à la surface d'une feuille, ou bien au niveau de la tige, du pétiole, ou bien au niveau des racines. Il y a des micro-organismes qui pénètrent par les ouvertures sur les feuilles des plantes qu'on appelle les stomates. Ces ouvertures sont naturelles et peuvent s'ouvrir à des moments spécifiques. Le micro-organisme peut pénétrer et rester au niveau du xylème ou du phloème à l'aise et se développer selon le cas. Donc, il n'y a... Maintenant, le langage. Oui. Le langage, l'homme, quand on va à l'hôpital, on est capable de dire j'ai les maux de tête, j'ai des vomissements, mais pour la plante, ce n'est pas le cas. Mais pourtant,
il y a des manifestations. Les manifestations qu'on peut observer en comparant une plante qui est normale avec une plante malade. Je prends par exemple un exemple passant, je prends le papayer, les feuilles de papaye, on connaît la couleur, la forme, le positionnement d'une feuille de papaye à l'état normal, à l'état sain. Quand il y a la présence, selon que ce micro-organisme soit nuisible, on peut voir des taches, une décoloration ou une déformation. Et ce sont ce qu'on appelle les expressions de l'état de la plante en question. Et là, il te parle quand tu regardes, puisque tu connais déjà. Celui qui observe connaît déjà les conditions, la manifestation, c'est-à-dire l'état normal, l'état d'une plante saine, en comparaison avec ce qu'on regarde, cette déformation, ce changement de couleur et comment dire, ce rabougrissement de la plante, on peut dire il y a un problème. Et en mettant les hypothèses, le langage, ça s'exprime facilement, comme si vous avez un individu devant vous. Les profanes comme nous autres, on voit dans cette déformation-là peut-être un manque d'eau ou bien on n'imagine pas qu'il y a autre chose qui se cache en dessous. Ça, c'est vrai. C'est vrai en plus, parce que c'est ce qui se passe. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'augmenter la sensibilisation. Et je pense qu'à travers cette occasion que vous nous donnez, nous aurons la chance de montrer de temps à autre les différentes plantes, cultures auxquelles nous sommes habitués au quotidien. Nous venons généralement sensibiliser. Il y a des producteurs qui ont eu la chance d'être déjà sensibilisés parce que la phytopathologie n'est pas une science née aujourd'hui. Ça existait et les doyens ont travaillé avec des producteurs qui sont outillés. Mais il faut qu'on répète pour qu'on augmente la sensibilisation, pour que tout le monde comprenne un peu les mots de la plante, les souffrances, les plaintes de la plante. Les plaintes silencieuses, bien sûr. Alors, Monsieur Arodé Justin, est-ce que les micro-organismes dont nous parlons, est-ce qu'il y en a qui peuvent être bénéfiques pour les plantes et de quelle façon? Oui, bien sûr, madame. Et il y a des micro-organismes qui sont bénéfiques. Et si je me dirige directement vers le sol, nous avons des micro-organismes bénéfiques qui participent à la décomposition des matières organiques et rend le sol fertile. Et c'est bénéfique pour la plante. Parce qu'on a dit, une plante bien nourrie arrive à se résister contre les pathogènes. Donc, si et seulement si ces micro-organismes participent, arrivent à décomposer ces micro-organismes, le sol est bien fertile. Donc, la plante arrive à bien résister, bien se développer et peut se résister contre les agents extérieurs. Nous avons aussi d'autres éléments comme micro-organismes bénéfiques et nous avons aussi des bactéries qui participent à la décomposition toujours des matières organiques. Comme aussi micro-organismes bénéfiques, nous avons aussi des plantes mycorhizées. Donc ceux-là, et ils sécrètent de phosphore pour la plante. Et la plante arrive à bénéficier de cela pour sa résister. Donc il m'arrête. Oui, il a employé des termes que j'ai entendu quelque part mycorhizer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, s'il vous plaît? Oui. Ok, bon. Et les plantes mycorhizes sont au fait des champignons qui sont présents dans le sol. Et ces champignons-là sécrètent de phosphore. Donc ces phosphores-là sont bénéfiques pour la plante et ça participe à la fertilité des sols et ça améliore la productivité de façon naturelle. Oui, professeur, vous avez quelque chose à ajouter? Je vais juste ajouter que la question de décomposition, par exemple, quand les micro-organismes sont dans le sol, ils jouent un grand rôle dans cet environnement où on a les racines.
Et vous savez, pour se nourrir, les plantes n'ont pas la bouche comme nous pour pouvoir avaler et mâcher. Cette décomposition facilite l'assimilation par les racines du sol qui prennent la nourriture et qui consomment. Et ça construit leur énergie, leur immunité. Nous avons l'habitude de souffrir du paludisme parfois, mais malgré que le paludisme soit là, si tu as une bonne alimentation, tu résistes. Tu sais que j'ai le paludisme, mais tu ne te couches pas. C'est le même principe qui gouverne le fonctionnement de ces micro-organismes dans le sol, qui, par leur fonctionnement, il y a des métabolismes qui s'opèrent au niveau du sol et permettent tout ce qui peut permettre aux racines de pouvoir jouer leur rôle dans la nutrition de la plante. Monsieur Aboudou, vous avez quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit sur les micro-organismes qui vivent sur les plantes? Est-ce que... Ce que je veux juste compléter comme élément, c'est-à-dire ces micro-organismes toujours participent grâce à leur système. Selon chaque type de système, ils apportent des éléments à l'évolution, au bien-être de la plante. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, on a dit que la plante ne peut pas s'exprimer. Professeur Tachin ainsi que vous deux, vous avez déjà commencé par dire un peu comment une plante peut s'exprimer quand elle est malade. Maintenant, on va dans le fond du sujet pour comprendre davantage. Quelles sont les réactions que les plantes peuvent avoir, à part le changement de couleur que vous avez dit tout à l'heure? Comment une plante exprime-t-elle qu'elle est malade? Une plante qui est malade ne peut plus être dans l'état de jouissance de toutes ses capacités. Et là, vous pouvez avoir les fleurs qui peuvent flétrir. Et les fleurs vont être flétries, vous allez croire le matin très tôt, bien un peu vers l'après-midi, vous allez croire que bon, c'est parce qu'il y a la chaleur, mais en réalité, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. C'est l'expression d'une maladie. On peut aussi voir les floraisons. Vous savez, le développement de la plante suit des étapes. Et à chaque étape, il y a le fonctionnement, le développement des organes qui s'expriment d'une manière donnée. En regardant ces organes de la plante, vous allez vraiment... C'est facile de savoir que cette plante ne se porte pas bien. Je donne par exemple, si c'est au niveau de la floraison, vous pouvez avoir des chutes, des fleurs, les fleurs qui devaient rester et devenir et sortir le fruit. Les fleurs peuvent tomber par terre. Vous allez voir beaucoup de fleurs par terre. C'est des signes déjà qui nous permettent de dire il y a quelque chose qui ne va pas sur cette plante. Ou bien le fruit qui doit sortir à une période T ne sort pas, ou sort plutôt, ou sort avec une déformation, ou dans un état chétif. Ce sont des éléments d'appréciation. Je dis toujours, la phytopathologie est une science qui fait recours d'abord à l'itinéraire technique même de la plante. Vous devez connaître la plante, connaître son développement en entier, afin de savoir que quelque chose ne va pas, puisqu'elle ne peut pas te parler, mais elle te parle à travers ces organes qui expriment un malaise. Et c'est ça ce qui est important à savoir. Donc il y a les symptômes, il y a des signes qu'on voit, parce que quand le micro-organisme est là, il ne se cache jamais. Le micro-organisme, c'est un individu qui est là, on voit toujours sa présence. Vous pouvez commencer par voir des taches, dans le cas des bactéries, des taches translucides, en regardant la face inférieure des feuilles par exemple, comme des gouttelettes d'huile. Et là, vous pouvez commencer par suivre. Et vous allez voir que 2 jours après, ça commence par devenir plus visible. C'est le micro-organisme qui est là, qui a commencé par se nourrir à cette partie, qui donne cette tâche, qui commence par manger tout ce qui a nutriments à ce point. Et ça continue, et vous allez voir que la taille va devenir un peu marron,
prononcer, va s'élargir. Et quand ils sont nombreux, vous aurez cette tache un peu partout qui, quand les conditions sont favorables, va s'élargir sur la feuille. La feuille va brûler. Je donne l'exemple de la batterie. Et là, les brûlures, vous allez voir les feuilles qui brûlent. La tige au niveau de la face supérieure va commencer par comme si ça brûle, mais c'est un peu à voir huileux et l'aspect huileux, vous allez savoir. Et quand il y a les bactéries, il y a la sécrétion des exudats que le spécialiste peut savoir pour dire je sens quelque chose ici et la couleur jaune pâteuse, donc je peux déjà dire la plante est malade. Si c'est un virus, parfois il y a des décolorations, on a des taches panachées, c'est ce qu'on appelle la mosaïque par exemple, qui va s'exprimer, ou bien c'est des tirets spécifiques, ça dépend de quel type de micro-organisme, de quel type de virus on a sur la feuille, sur la plante, et on peut définir par rapport à ça. C'est pour ça que ce qui fait l'élément fondamental de dialogue entre la plante et le spécialiste, ou bien l'individu lambda, c'est la connaissance des symptômes, des signes. À vous écouter, quand on n'est pas spécialiste, on ne peut pas avoir de plantes. Par exemple, dans les maisons, on a des plantes, mais on n'a pas ces connaissances, on ne peut pas savoir. Si vous avez les plantes et vous les aimez, vous vous levez chaque jour, sûr que vous allez jeter un coup d'œil. 2 jours après, s'il y a quelque chose, vous allez constater que ça ne va pas. Sans qu'on ne vous dise, vous allez dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette plante ne se comporte pas comme ça. Je prends le bananier. Le bananier, comme vous le savez, c'est une plante qui est vraiment à l'aise. Les branches sont comme ça, à l'aise. C'est ce que vous voyez déjà. Quand il y a par exemple le virus qu'on appelle la maladie du bouquet du bananier, la plante perd cette liberté d'être à l'aise et vous avez ça derrière votre maison ou devant la maison, vous allez constater que les feuilles deviennent figées et vont vers le haut. Ça, même si on ne vous dit rien, vous allez comprendre. L'essentiel, c'est d'observer, c'est de savoir qu'il faut regarder. Et je pense que si quelqu'un a une plante à la maison, je pense que c'est pour un bien-être donné, il faut avoir le regard pour les regarder aussi. Et vous allez aimer davantage ces plantes. Merci beaucoup, professeur. Je vais me tourner vers M. Aboudou. Voilà, on a parlé des formes de plainte lorsqu'une plante est malade, la façon dont elle a à s'exprimer. Tout comme l'homme, est-ce qu'on pourrait dire que les plantes ont un système immunitaire? Merci, chère madame. Oui, les plantes ont bel et bien un système immunitaire. Donc c'est grâce à ce système immunitaire que les plantes se défendent en cas d'attaque. Les plantes sont capables d'activer certains organes pour leur défense. Ce que la plante doit manger, on doit être capable de surveiller aussi comme si c'était un enfant, si c'était un individu. Il ne faut pas dire j'ai la plante et j'ai mis un substrat qui est le compost et c'est fini. Il faut renforcer son immunité. Et c'est d'ailleurs pourquoi il disait tout à l'heure qu'on peut faire du compost et faire des apports du compost, comme l'homme qui mange bien, ne mange pas seulement la pâte, a une alimentation variée et équilibrée, se sent toujours fort. C'est la même chose pour la plante. Et c'est d'ailleurs ce principe qui gouverne aujourd'hui plusieurs recherches. On va revenir sur ça. Qui aujourd'hui on a beaucoup de biofertilisants qui existent. Et je pense qu'on va revenir. Juste en train de travailler pour voir les types de biofertilisants, les compositions qu'on peut faire pour renforcer le système immunitaire des bananiers par exemple. Et sur plusieurs spéculations aujourd'hui, nos producteurs travaillent, la recherche travaille pour utiliser ces méthodes, ces stratégies pour pouvoir donner la force, l'énergie, renforcer l'immunité de nos plantes. Il y a beaucoup de biofertilisants qui sont
disponible actuellement. Il reste peut-être à plus de travaux pour pouvoir avoir validé les résultats. Alors, comme c'est vous le spécialiste du sol, j'ai envie de vous poser une question. Alors, par exemple, quand on prend les plantes que nous avons dans nos maisons de façon ordinaire, est-ce que pour leur permettre une certaine croissance, ce n'est que l'eau qu'il faut, il faut les arroser tout simplement? Non, bien sûr, les plantes ont besoin de l'eau. Mhm. Mais ils ont besoin aussi des substances nutritives en dehors de l'eau qui sont des engrais organiques. Mhm. Par exemple, des substrats. Des substrats, et mon professeur a parlé tout à l'heure de compost. Mhm. Compost, c'est un exemple type de substrat que les plantes ont besoin pour pouvoir se développer. Et ces composts-là, c'est produits à base des débris végétaux, c'est-à-dire qui encombrent l'environnement. On valorise ces débris-là pour produire des composts. Maintenant, ces composts maintenant sont utilisés sous forme de substrat, et même dans votre maison, vous pouvez avoir des composts là dans des pots que vous pouvez mettre vos plants. Et quand vous arrosez, ça garde l'humidité. Parce que les composts permettent à la plante de conserver l'humidité, et ça peut garder l'humidité sur une longue durée. Et ça permet à la plante aussi d'être en bonne santé. Comme j'ai dit ça au préalable, une plante bien nourrie arrive à s'auto-défendre contre les agents extérieurs. Donc, c'est ça. Alors, chers amis auditeurs, si vous suivez cette émission et que vous avez l'habitude d'arroser que vos plantes, sachez que vous faites erreur. Les plantes ne vivent pas que d'eau, il faut autre chose. On aura bien sûr le temps, au cours d'autres émissions, de développer tout ça pour permettre quand même aux auditeurs, parce que parfois on reçoit des questions comme quoi, c'est comme cet auditeur-là qui a dit un jour avoir planté, avoir mis en terre une plante, et pendant plus de 6 mois, la plante n'a pas changé d'aspect, elle est restée telle, figée, et elle ne meurt pas non plus. Je me demande pourquoi. Donc, on va y revenir certainement au cours d'autres émissions pour permettre aux auditeurs de bien entretenir. Je vais me tourner vers Monsieur Aboudou. C'est vrai, on a parlé de la façon dont les plantes se défendent naturellement contre les agents pathogènes. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de changements climatiques. Est-ce que, selon vous, vous pensez que les changements climatiques favorisent la propagation des micro-organismes pathogènes chez les plantes? Oui, madame, merci beaucoup. Par rapport à cette question, c'est la vraie question d'actualité qu'est le changement climatique Oui. au niveau de tous les secteurs de production. Le changement climatique est aujourd'hui un élément vraiment fondamental qui fait beaucoup de dégâts à tous les niveaux de la production. Il y a les micro-organismes aujourd'hui ont une gamme de températures qu'ils ont besoin. Les plantes ont besoin d'une gamme donnée de température, d'humidité et de luminosité. Mais avec le changement climatique, les perturbations de ces différents éléments favorisent l'apparition de nouvelles maladies à des plantes. Et à ce moment-là, les plantes qui n'étaient pas habituées à certaines conditions données sont exposées à ces différentes conditions, ce qui font que ces plantes-là subissent des remords, et ça cause des problèmes à leur niveau, et ça perturbe leur développement. Madame? Oui, vous savez, la question du changement climatique, ça nous concerne sérieusement, parce que c'est la même chose, hein, chez les hommes, je le dis toujours. Si vous faites le parallèle, vous allez bien comprendre qu'aujourd'hui, regardez ces derniers temps, les pluies, ça dépend de la plante. Il y a des plantes qui aiment beaucoup d'eau, d'autres qui n'aiment pas beaucoup d'eau. Et si c'est dans un environnement où il y a plus d'eau, la plante va subir et va être plus fragilisée. En étant fragilisée, même les micro-organismes qui sont déjà dans l'environnement vont facilement l'attaquer. On laisse ça. Les micro-organismes, étant des êtres vivants, sont capables de se transformer. Il y en a qui peuvent devenir un autre individu
ou bien développer la virulence ou devenir, c'est-à-dire la virulence, ils sont devenus plus, comment dire, audacieux. Les micro-organismes peuvent être plus, ils attaquent plus la plante, ils ont la force d'énergie pour pouvoir pénétrer la plante, peut-être plus forte. Donc pour ça, on voit que le changement du climat, dans ça, puisqu'il y a des gammes de température, il y a une température donnée pour chaque micro-organisme. Selon que ce soit plus ou moins, le micro-organisme va s'adapter. Il doit développer des stratégies pour survivre. Et là, en développant ces stratégies, c'est-à-dire soit devenir plus virulent ou moins, ça a un effet sur la plante dans laquelle il pénètre. Ce qui fait que aujourd'hui, quand nous parlons de changement climatique, ça change les donnes. Et c'est là où nous interpellons nos producteurs, la communauté, tout le monde, à avoir un œil autrement sur les plantes, même dans vos maisons. Parce que la transformation dont on parle peut commencer dans votre maison et vous n'avez pas vu, ça ira de voisin au voisin, c'est-à-dire dans les concessions mitoyennes, et ça ira dans la communauté entière. Ça peut quitter votre communauté, aller dans les autres frontières, dans les autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très sensibles à ça. Ajoutez à ça, vous savez que beaucoup de gens utilisent les produits chimiques. Et les produits chimiques, nous avons eu beaucoup de recherches, beaucoup de constats où on a déjà vu que les micro-organismes se défendent aussi. Qui veut mourir? Personne. Donc, ils essaient de trouver les moyens pour résister déjà aux micro-organismes. Et dans un contexte de changement climatique où la température varie, l'humidité varie, et ce sont des éléments qui permettent le métabolisme au sein de ces micro-organismes. Vous imaginez l'impact par conséquent, ce que ça va donner sur une plante qui se sent faible ou qui se sent fort, ce que ça peut donner, c'est devenu très préoccupant. On a des exemples déjà où des virus qui ont un fort taux de variabilité peuvent être plus virulents et donner plus de problèmes que d'autres. Je ne veux pas aller sur les insectes qui nous concernent aussi, parce qu'il y a des insectes qui transfèrent les maladies d'une plante malade à une plante saine. Ce qui fait que dans ce contexte de changement climatique, où on a tous ces individus dans le même écosystème, attention, ça nous interpelle. Donc, tout comme chez les hommes, les changements climatiques ont un impact sur les plantes également. Très fort. Et ça, s'il y a un effet sur la plante, vous imaginez déjà l'effet sur les animaux, l'effet sur les plantes, et la question de une santé pour tous est perturbée. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle des producteurs locaux, Monsieur Justin, comment les agriculteurs peuvent-ils identifier et gérer les maladies microbiennes dans leurs champs? Merci beaucoup, madame, pour la question. Et les producteurs locaux, généralement, ils identifient la présence de la maladie par les symptômes, c'est-à-dire ce qu'ils voient de façon visuelle. Et après cela, ils proposent maintenant des pratiques agricoles pour y remédier. C'est-à-dire ils mettent en place la rotation des cultures et ils améliorent aussi les sols, c'est-à-dire apport des engrais organiques pour pouvoir améliorer la fertilité de les sols. Et aussi, ils développent d'autres stratégies de contrôle, c'est-à-dire la surveillance. Voilà, ils développent une méthode de surveillance régulière pour voir s'il y a présence de maladies, ou bien il y a des feuilles qui sont contaminées, ou bien il y a un plant qui est déjà attaqué. Ils enlèvent ça directement du champ pour ne pas contaminer tout le champ. Donc, Monsieur Aboudou, est-ce que un producteur, un agriculteur n'a pas forcément besoin d'avoir accès à un laboratoire pour comprendre que dans son champ, il y a quelque chose qui se passe de mauvais? Oui, un agriculteur n'a pas besoin
de laboratoire pour comprendre ce qui se passe dans son champ, mais il ne peut pas dire exactement ce qui se passe. Il peut avoir une idée que, ah oui, il y a des problèmes, mais dire la cause de ce problème, l'agriculteur ne peut pas. Donc il faut les spécialistes, l'intervention des spécialistes pour pouvoir faire un diagnostic afin d'identifier le problème qui est là. Alors, oui, madame. Je vais ajouter, c'est là le grand dilemme. Et les producteurs constatent. Le cas des maladies, ce n'est pas évident, puisqu'on ne voit pas vraiment le micro-organisme. Nous avons dit tout à l'heure, quand je parlais, j'ai donné l'exemple des taches de la décoloration, qui peut provenir de n'importe quoi. Une forte frappe du soleil peut faire changer la couleur sur une feuille. Donc, les producteurs, généralement, ne sont pas vraiment outillés pour identifier les maladies. Ils peuvent voir qu'il y a un changement, et ce qu'on entend généralement, c'est que c'est la pluie qui a manqué, ou c'est la pluie qui est forte, c'est le soleil. Ce sont les insectes. Pour les insectes même, il y a quand même des insectes qu'ils arrivent à voir pour dire ça c'est un insecte. Mais maladie, ce n'est pas du tout évident. Donc, il faut qu'on les sensibilise, qu'ils soient un peu formés pour pouvoir être capables de reconnaître, parce que la rotation, l'apport de biofertilisants, c'est des éléments qui aident. Mais il y a des micro-organismes pour lesquels tel type de biofertilisant peut ne pas avoir d'effet du tout, ou de biopesticides. C'est là où il faut que vraiment les producteurs, je ne veux pas dire retournent à l'école, ou c'est à nous d'aller les voir. Maintenant, qui va payer le prix, c'est une question que je mets en suspens. Donc, il faut vraiment qu'on leur apporte l'information. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons commencé par faire depuis quelques années à l'Université nationale d'agriculture, où nous essayons d'aller vers les producteurs, leur parler, leur montrer qu'il y a un problème. Et quand même, il y en a qui nous appellent, et là, on essaie de leur montrer. Dès qu'il est informé, ils essaient de surveiller. C'est ce que j'ai ajouté. Alors, aujourd'hui, on va rester toujours dans la même tendance. Quel traitement existe-t-il contre les maladies microbiennes des plantes? Et on va garder à l'esprit qu'on est dans un monde où on parle de moins de chimie, moins que tout soit bio. Quels sont les traitements? Je vais me tourner vers monsieur Justin. Quels sont les traitements qui existent aujourd'hui contre les maladies microbiennes des plantes? Bon, et on a déjà abordé les traitements. Disons, en parlant, on a déjà amorcé beaucoup de traitements. Et on a parlé ici de matière organique. Sans les énoncer, parce que celui qui écoute la radio et qui entend matière organique ne comprendra pas grand-chose. Ok, bon, je vais parler de compost. Et compost qu'on apporte aux plantes. Donc, ça, par exemple, c'est un traitement. Et aussi... qui ne se trouve pas à la portée de tout le monde. Parce que quand vous dites compost, vous êtes, en tant que spécialiste, le seul à maîtriser ce que ça contient. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a aussi déjà dans les habitudes, et même si tu n'as pas l'argent pour payer, et tu utilises par exemple les laitures et les résidus de ménage que tu peux regrouper quelque part. Et tu peux avoir quelque chose quelque part et tu regroupes tout quelque part. Et avec ça, tu couvres ça. Et déjà, tu as déjà ta matière organique là. Ça, c'est décomposé, tu obtiens ça. Et avec des plantes que tu as dans le jardin qui sont à côté, ou bien des pots, des fleurs, donc tu obtiens toi-même ta propre matière organique pour apporter aux plantes, pour améliorer les croissances. Ça, c'est un traitement par exemple. J'ai parlé aussi de la surveillance. Et si les producteurs surveillent au quotidien les plants, donc ils vont identifier la présence ou non des symptômes. Et c'est de là maintenant qu'ils vont développer des stratégies pour pouvoir enlever ces plants-là qui sont déjà contaminés. Aussi, on a oublié un aspect, et les semences, donc tout part de là. Et si il n'y a pas déjà la qualité des semences, c'est-à-dire la source, la provenance des semences, donc si ça est déjà raté, ça veut dire que la base est déjà ratée.
c'est comme on construit et on rate la fondation. Voilà. Donc c'est ça. Quand vous parlez de la provenance des semences, les semences doivent provenir d'où pour être de très bonne Voilà. qualité? Et tu dois te rassurer que les semences viennent d'une source certifiée, une source de semences certifiées, parce qu'au Bénin, nous avons nous avons par exemple en Porto-Novo et la DPV et ils produisent des semences et aussi des structures qui sont certifiées et qui sont recommandées généralement pour la production de semences. Nous avons aussi Bénin Semences et eux là, ils sont des structures Reconnus par l'État. Reconnus par l'État. Nous avons aussi des producteurs qui pratiquent, et puis je prends le cas de bananier. Il y a des producteurs qui produisent eux-mêmes des plants et à base de la technique des plants issus des fragments de tiges, ce qu'on appelle PIF. Donc ces plants sont généralement considérés comme des plants sains. Donc si ces plants sont provenus de ces structures-là, donc généralement tes plants peuvent être moins attaqués aux maladies ou bien aux autres pathogènes. Voilà. Donc, Monsieur Aboudou, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'aurais ajouté, c'est par rapport aux techniques de semis, la rotation de culture. Les producteurs doivent comprendre que ça joue un rôle dans le break-up du cycle de la maladie. C'est-à-dire en faisant la rotation de culture, s'il existait une maladie sur une parcelle donnée et on avait cultivé le maïs là, la saison prochaine, il faut faire autre chose. En changeant cette culture, ces maladies ne trouveront plus la plante haute. Ils sont dans un état de stress, ils peuvent disparaître à cause de ça. Donc il est bon que les producteurs savent ça et pratiquent cela. Ça aide beaucoup à briser les cycles de développement des maladies au niveau des plantes. Aussi, la résistance aux plantes, comme il a sonné, c'est très capital de savoir les variétés de semences à utiliser. C'est vraiment important. Tout part de là. Professeur, lorsque un agriculteur a l'habitude de planter par exemple du maïs et qu'il sait que par saison il a peut-être 500 000, c'est difficile de lui dire de faire de la rotation, vous ne pensez pas? C'est bien ça, c'est ce qui se passe. Mais ce qu'ils ont dit en termes de rupture du cycle de développement du pathogène, c'est tellement important parce que aussi on essaie de recommander même l'association de certaines cultures. Il y a des cultures qui sont, quand vous mettez ces deux cultures, vous donnez la chance à certains micro-organismes de se développer dans de bonnes conditions. Et la question des terres aujourd'hui, ça perturbe aussi un peu, mais je pense que il y a des producteurs aujourd'hui qui comprennent et qui essaient de voir l'assolement, de voir comment ils essaient de trouver des stratégies pour pouvoir suivre, faire la rotation, l'association de certaines cultures. Et quand nous sommes dans le temps de foresterie, quoi encore, où il y a plusieurs stratégies aujourd'hui qui sont en vogue et les producteurs essaient de suivre. Dans tout ce que nous disons, c'est de couper l'ignorance, c'est d'arrêter l'ignorance, de réduire le taux de l'ignorance en ce qui concerne la gestion des maladies. On a parlé de des semences. La provenance. Il faut aller dans les structures assermentées. On a aujourd'hui au Bénin plusieurs structures qui produisent des semences de qualité. Donc, il faut aller vers ce. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup qui proposent les semences aujourd'hui. On est à l'aide du numérique, ça foisonne et à coup de publicité aussi. Et on a le mélange. Voilà. On ne sait pas toujours d'où vient ça. Mais quoi qu'on dise, elle a donné l'exemple de Bénin Semences qui vend des semences. Bénin Semences, l'association des producteurs de semences du Bénin, il y a quand même des structures. Si vous vous renseignez à des sources, vous n'allez pas sur les sites en désordre, vous allez trouver quand même des semences qui existent, qui sont quand même certifiées. C'est vrai qu'il y a encore du boulot au niveau des semences au Bénin, mais je pense qu'il y a d'efforts par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc,
Deuxièmement, la question de surveillance. Surveillance, je sais ce qu'il y a, je dois surveiller. Et il faut que les institutions étatiques essayent de jouer aussi leur rôle dans un tel système. Là où il y a une maladie, il faut qu'il y ait l'alerte et que tous les producteurs soient informés. Et là, on va réduire le risque de distribution de cette maladie. En question. Et je donne aussi, aujourd'hui, quand nous regardons la question des maladies, c'est sa pilule, comme chez l'homme, on a actuellement beaucoup de maladies. C'est la même chose au niveau de la plante, où l'environnement est tellement pollué et tout rentre. Donc, les champs, malheureusement, on n'a plus des zones où on dit ça, c'est des zones de production. Si on avait ça, ça va aider. Parce que l'homme même est en train de propager les microbes tout le temps. C'est pour ça que le comportement de l'individu aussi doit être considéré, pris en compte. Mais si nous tous nous sommes éduqués, je pense que ça va abriter les problèmes de distribution des maladies. Et les plantes doivent se tenir mieux, on pourra manger. Est-ce que vous pensez que ce sont les comportements des hommes qui sont à la base de la disparition de certaines espèces? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, je suis allé, par exemple, au Nigeria. Je reviens, nos frontières sont très poreuses. J'ai trouvé un bananier, on m'a donné, le fruit était très délicieux, bien gros, et voilà le coût du marché. Je dis, je prends. Moi, je vais prendre la semence. Il y a peut-être d'autres micro-organismes qui sont là, et je ramène dans notre environnement au Bénin. Et ça se multiplie. D'autres personnes voient que c'est bon, je vais donner. Comment la maladie du bouquet du bananier s'est distribuée aujourd'hui et se trouve à Bastille partout? Ça a commencé au sud, mais aujourd'hui, on trouve ça partout. Et quand c'est là, parfois ça ne meurt pas. La plante est là, très jolie, mais ça ne se développe plus. Des producteurs laissent pensant que ça va donner. Et c'est bien joli à voir. Ma tante vient, donnez-moi un plan, je vais donner. Et transporte. Vous avez souvent vu les gens prendre les semences de bananiers, les semences on prend régulièrement. Donc c'est ça, c'est là où l'homme agit beaucoup. Et ça, c'est très fréquent au Bénin. Alors, je vais un avant-dernier tour de table. Je vais commencer par M. Aboudou. C'est vrai qu'on en a parlé, mais l'auditeur qui suit cette émission voudra quand même qu'on lui dise quoi faire pour prendre soin de ces plantes à la maison au quotidien. Alors, comment mieux prendre soin de ces plantes au quotidien à la maison? On va commencer par la maison qui est plus facile et peut-être ensuite une autre émission, on va parler des champs. Pour mieux prendre soin de ces plants à la maison, il faut d'abord une bonne surveillance de ces différents plants au quotidien, de savoir à quel moment il faut agir quand on observe les plants, si on constate des déformations, mais des apparitions, des malformations. Si on n'est pas technicien, il faut se rapprocher des agents de la TDA, bien des techniciens en la matière, pour pouvoir avoir plus d'éléments, pour savoir quel type de traitement, comment préserver la santé de cette plante pour avoir un résultat donné. C'est ce que je veux dire. Monsieur Justin? Bon, pour compléter à ce qu'il a déjà dit, et mis à part, au lieu de se diriger directement vers les spécialistes, et la personne même, déjà, bon, si je suppose que la personne a été sur cette émission, et disons, elle a déjà suivi des méthodes qu'on peut déjà développer soi-même sans avoir recours à quelqu'un, c'est-à-dire et la surveillance comme il a dit, et ce que toi tu peux faire, passer avec la main, tu peux déjà, si tu vois la présence, ou tu vois que la plante jaunit, comme le professeur a déjà expliqué au début, tu vois que normalement si la plante est en bonne santé, toutes ces feuilles doivent être bien dressées, mais si tu vois que au lieu que les feuilles soient bien dressées,
donc il y a déjà des déformations, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc s'il y a un problème, il faut savoir, il faut te questionner pour voir, donc si j'enlève cette partie, ou bien j'enlève cette plante de l'ensemble, donc ça veut dire que je vais préserver les autres. Donc ça, par exemple, c'est une action qui peut te permettre de conserver les autres. Et déjà, si, parce qu'on a parlé ici de l'eau, est-ce que c'est l'eau seulement qu'on va apporter au plant? Si par exemple, il y a un jardin à côté, où il y a des terreaux là, tu n'as pas besoin de produits. Donc avec des terreaux, tu peux déjà apporter au plant. Voilà. Et cela, ça peut permettre au plant de garder de l'eau, de l'humidité pour pouvoir résister. Voilà. Donc, et aussi, il faut poser la question de semence qu'on a dit ici. Il faut que la semence soit d'une bonne source. Que ça ne soit pas seulement les champs qui sont à côté, que tu es allé et prélever ces plants. Parce que tu ne sais pas la provenance, tu ne sais pas si ça, c'est une source pure. Voilà. Donc, tous ces aspects sont tellement important et tu n'as pas besoin d'un spécialiste avant de pouvoir. Merci, professeur. Bon, ils ont tout dit, mais je vais commencer par dire, si c'est ma maison, je vais recommander la production dans les pots. Ok. Au sol. Ça règle, ça diminue les problèmes. Sérieusement. J'ai mes choses dans les pots, je peux faire ma tomate, je peux faire du piment, je peux produire dans les pots en utilisant des substrats. Il y a plusieurs types de substrats. J'utilise peut-être mon compost, de temps à autre je vais apporter de l'aliment de plus. Et on voit par exemple des épluchures de manioc. On a l'eau même, après avoir fait le gari, les transformateurs jettent cette substance, ce liquide contient des nutriments à petite dose qui peuvent aider votre plante à se sentir mieux. C'est des petits éléments. Nous avons les fientes de volaille qu'on peut utiliser pour apporter un plus à notre plante. Seulement qu'il faut savoir quand est-ce qu'on apporte. C'est ça le problème. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a un développement des producteurs, des jeunes producteurs, des jeunes étudiants qui sont dans la production, qui peuvent renseigner. Le message, ça s'écrit, c'est d'aller à l'information aussi. Et l'Université nationale d'agriculture est là pour ça. Quand on nous interpelle, je pense qu'on répond bien. Donc, ceux qui sont à l'écoute peuvent toujours nous contacter. Nous sommes là. Il y a assez de jeunes qui font leur cheminement dans plusieurs domaines avec différents types de spéculations. Il y en a qui sont sur le bananier, il y en a qui sont sur le maïs, il y en a qui sont sur l'ananas, il y en a qui sont sur l'orange, ainsi de suite. Donc je pense que quand nous sommes informés, nous allons pouvoir réagir. Et ma question est quoi? Si je mets mon plan dans ma maison, une plante, c'est sûr que j'ai un objectif donné. Soit l'objectif de me sentir à l'aise, soit l'objectif de consommer le fruit, je dois aussi y veiller. Ce qui veut dire ici, je vais atteindre un objectif, je dois mener des actions pour l'atteindre. Et ces actions, c'est ce que nous avons cité. Surveiller, regarder, il y a un petit bobo, agir avant que ce ne soit trop tard. Lorsqu'on constate qu'une plante présente des imperfections données, est-ce qu'il faut la jeter? Pas jeter. Parce qu'il y a l'immunité dont nous parlons qui peut faire que la plante, à un moment donné, donne le stress total. On a un ami, par exemple, je dois même la voir la semaine, qui a parlé de son citronnier qui était attaqué par d'autres types de maladies, la cochenille farineuse. On a fait le traitement, la plante était totalement envahie par la cochenille. Nous avons fait des traitements, ça a repris très bien. Aujourd'hui, les fruits sont... Il y a beaucoup de fruits sur la plante et elle nous appelle pour dire ce qu'elle voit maintenant c'est encore différent. C'est des taches, des fruits jaunissent. Donc j'ai dit bon, on va revenir. J'ai pensé à elle ce matin et on doit la voir pour aussi apporter des solutions. Parce que c'est là aussi le problème. On ne doit pas arracher pour arracher. Mais il y a des maladies pour lesquelles dès que vous voyez ainsi, vous arrachez, on va revenir là-dessus. Le cas de la fusariose, race 4. Quand vous voyez ça dans votre maison ou sur vos champs, vous devez en même temps déraciner et cacher. C'est reconnu sur la liste internationale des pathogènes
très dangereux pour le monde. D'accord. Alors, nous sommes sur Radio Afrique Santé. Avant de passer au mot de fin, nous sommes sur Radio Afrique Santé, une radio web filmée, une radio thématique qui fête ces 4 ans. Quelles sont vos impressions, professeur Tacha? Bon, j'ai entendu parler de la radio. Je n'ai pas eu la chance d'intervenir ici. C'est la première fois. C'est vrai qu'on a fait plusieurs fois le programme. C'est la première fois que je suis venue et c'est la première fois que j'agis, je parle. Sinon, j'étais venue visiter et j'ai vu le dispositif. Pour moi, c'est bon. En tant que, je vais dire, non spécialiste du domaine, je trouve que c'est bien. Et on a besoin de ça. 4 ans aujourd'hui, je pense que vous devez nous aider à aller plus loin. Nous devons nous entraider pour que l'individu lambda comprenne que la plante tombe malade, que l'individu comprenne qu'il y a des micro-organismes qui sont virulents, il y a d'autres qui peuvent rester là, le jour ils agissent vraiment très dur, ils tapent dur. Donc, nous sommes dans les rôles où nous devons nous compléter. 4 ans, je vous souhaite du courage. Merci. Ce n'est pas facile, mais vous avez tendu une main. Je tiens à vous dire merci par rapport à ça. Et je pense que nous serons régulièrement ici avec nos étudiants qui sont les hommes de demain, qui sont ceux qui doivent assurer la relève. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Cette émission est diffusée chaque mardi et je compte sur vous ainsi que sur vos étudiants pour que chaque épisode soit diffusé, que les auditeurs ne viennent pas à manquer d'émissions Le Langage des Plantes, parce que comme vous l'avez dit, si vous regardez le logo de Radio Afrique Santé, il y a bien une plante. Ça veut dire que la santé des plantes nous intéresse également au même titre que la santé des hommes. Alors je vais me tourner vers M. Aboudou pour votre mot de fin pour le compte de cette émission qui parlait des micro-organismes. Merci, chère madame, pour le mot de fin. Je tiens à remercier le professeur qui nous a permis d'être là. C'est grâce à elle que nous sommes là. C'est elle qui nous a initiés. Elle nous tend toujours la main pour nous montrer les chemins à suivre pour pouvoir assurer une bonne relève. Donc, les premiers remerciements vont à elle d'abord et ensuite à Radio Afrique Santé qui nous a aussi offert l'opportunité d'être là dans ces locaux pour faire la promotion de la phytopathologie. Et aussi faire connaître aux auditeurs de cette radio que les plantes tombent malades au même titre que les hommes. Et il faut développer une surveillance pour pouvoir bien avoir ces plantes en bonne santé et avoir un bon revenu à travers cela. Merci à vous. Merci à vous également. Monsieur Justin, votre mot de fin. Ok, merci beaucoup, madame. Je tiens à remercier le professeur pour cette occasion, parce que ça ne vient pas tous les jours. Et c'est notre première fois à la radio ici. Et c'est une manière aussi de faire la promotion de notre université et notre spécialité aussi, et de faire reconnaître à travers le monde que effectivement, ce n'est pas seulement les hommes qui souffrent, mais il y a aussi les plantes qui souffrent, qui ont besoin de soins. Donc, on a appris beaucoup ici aujourd'hui et ça nous a permis aussi de réveiller notre conscience sur comment nous pouvons faire pour pouvoir travailler pour que ceux qui sont autour de nous puissent savoir qu'effectivement les plantes souffrent et comment on peut apporter notre pierre aussi à l'édifice pour pouvoir atteindre l'objectif visé qui est la santé des plantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur. En tout cas, je vais commencer par une doléance. Nous devons signer un partenariat avec l'université. Ça me fait plaisir. Nous, on est déjà là. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent. Je compte sur vous pour être notre intermédiaire. Ça, je vais le faire, je vous promets. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à ne pas hésiter à nous contacter. Nous avons des producteurs ou des gens qui nous sollicitent, qu'on accompagne. Je ne vais pas citer leur nom aujourd'hui, parce qu'avant de dire j'ai réussi, il faut atteindre un niveau donné. Et là-bas, nous l'avons mis à un niveau où je crois qu'on n'est pas encore là. Et je pense qu'avec les jeunes qui font partie bientôt de l'association des phytopathologistes du Bénin, ces jeunes viendront régulièrement
pour parler, pour partager ce que nous avons. Nous ne sommes pas seulement au labo. Nous, notre ambition, et nous avons commencé depuis des années, c'est de faire le labo et d'aller vers le producteur. Donc nous sommes prêts à avoir des appels pour qu'on les accompagne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Tachin. Merci d'avoir été des nôtres, chers amis, à l'écoute de cette émission, Le langage des plantes. Ce mardi, nous avons parlé de la pathologie et vie des micro-organismes des plantes. Mes invités au nom, professeur Martine Zanjanakou Tachin. Elle est une universitaire et experte béninoise en phytopathologie et biologie moléculaire. Elle était accompagnée de messieurs Aodé Komlan Justin et Aboudou Anzim, tous deux doctorants. Vous les avez écoutés. Ils sont doctorants à l'Université nationale d'agriculture sous la direction du professeur Tachin. Vous les avez écoutés de long en large sur cette émission. Il n'y a pas que les hommes qui tombent malades, les plantes également, et elles ont besoin de soins. Merci de nous avoir écoutés. Au micro, je suis Ginette Fleur-Adondé, derrière la baie vitrée pour nous accompagner cet après-midi. Il a nom Maurice Awibé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro, toujours pour le bien-être des plantes.